Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce dernier et ultime épisode de Nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe que je vous lisais précédemment. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Je vous propose donc de tout de suite poursuivre les nouvelles histoires extraordinaires dans l'univers, de retourner dans l'univers sombre, inquiétant, surnaturel et mystérieux de l'auteur américain Edgar Allan Poe. Pour ceux parmi vous qui prennent la lecture en cours, il s'agit d'une des principales figures de la littérature américaine du 19e siècle. Il est à la fois poète, dramaturge, romancier, novelliste, éditeur et critique littéraire. Il a d'ailleurs été une des icônes de l'époque du romantisme américain. Ses œuvres portent principalement sur les thèmes de la violence, de la cruauté, de la mort. C'est également un grand passionné de sciences occultes, de spiritisme et de tout ce qui touche au paranormal. Vous allez le voir justement dans ses écrits. Mais il aura été aussi considéré comme l'inventeur du genre policier. Il inspirera de nombreux écrivains tels que Sir Arthur Conan Doyle ou encore Gaston Leroux. Dans son œuvre Nouvelles extraordinaires, il aborde des thèmes énigmatiques, vous l'aurez deviné, comme notamment celui de la transmigration de l'âme ou également de l'utilisation de drogues psychotropes en évoquant tout simplement son addiction à l'opium. Donc je poursuis tout de suite pour vous une de ces 13 nouvelles qui s'intitule « La chute de la maison Usher », où il y a une petite succession en fait de vers que donc je vais tout de suite poursuivre pour vous. Avant cela, n'oubliez pas de nous retrouver dès à présent sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Tout simplement, #VBN, très très belle nuit sur C8. Et toute étincelante de nacre et de rubis était la porte du beau palais, par laquelle coulait à flot, à flot, à flot, et pétillait incessamment une troupe d'échos dont l'agréable fonction était simplement de chanter, avec des accents d'une exquise beauté, l'esprit et la sagesse de leur roi. Mais des êtres de malheur en robe de deuil ont assailli la haute autorité du monarque, à pleurons, car jamais l'aube d'un lendemain ne brillera sur lui, le désolé. Tout autour de sa demeure, la gloire qui s'empourprait et florissait n'est plus qu'une histoire, souvenir ténébreux des vieux âges défunts. Et maintenant, les voyageurs, dans cette vallée, à travers les fenêtres rougeâtres, voient de vastes formes qui se meuvent fantastiquement au son d'une musique discordante, pendant que, comme une rivière rapide et lugubre, à travers la porte pâle, une hideuse multitude se rue éternellement, qui va éclatant de rire, ne pouvant plus sourire. Je me rappelle fort bien que les inspirations, naissant de cette balade, nous jetèrent dans un courant d'idées au milieu duquel se manifesta une opinion d'Usher, que je cite, non pas tant en raison de sa nouveauté, car d'autres hommes ont pensé de même, qu'à cause de l'opiniâtreté avec laquelle il la soutenait. Cette opinion, dans sa forme générale, n'était autre que la croyance à la sensitivité de tous les êtres végétaux. Mais dans cette imagination déréglée, l'idée avait pris un caractère encore plus audacieux, empiété dans de certaines conditions, jusque sur le règne inorganique. Les mots me manquent pour exprimer toute l'étendue, tout le sérieux, tout l'abandon de sa foi. Cette croyance, toutefois, se rattachait, comme je l'ai dit déjà, comme je l'ai déjà donné à entendre, aux pierres grises du manoir de ses ancêtres. Ici, les conditions de sensitivité étaient remplies à ce qu'il imaginait par la méthode qui avait présidé à la construction, par la disposition respective des pierres, aussi bien que de toutes les fongosités dont elle était revêtue, et des arbres ruinés qui s'élevaient alentour, mais surtout par l'immutabilité de cet arrangement et par sa répercussion dans les eaux dormantes de l'étang. La preuve de cette sensitivité se faisait voir, disait-il, et je l'écoutais alors avec inquiétude, dans la condensation graduelle, mais positive, au-dessus des eaux, autour des murs, d'une atmosphère qui leur était propre,
Le résultat, ajoutait-il, se déclarait dans cette influence muette, mais importune et terrible, qui depuis des siècles avait pour ainsi dire moulé les destinées de sa famille, et qui le faisait, lui, tel que je le voyais maintenant, tel qu'il était. De pareilles opinions n'ont pas besoin de commentaires, et je n'en ferai pas. Nos livres, les livres qui depuis des années constituaient une grande partie de l'existence spirituelle du malade, étaient, comme on le suppose bien, en accord parfait avec ce caractère de visionnaire. Nous analysions ensemble des ouvrages tels que Le Ver vert et la Chartreuse de Gressé, Le Belphégor de Machiavel, Les merveilles du ciel et de l'enfer de Swedenborg, Le voyage souterrain de Nicolas Klim par Holberg, La chiromancie de Robert Fludd, de Jean d'Indaginé et de la Chambre, Le voyage dans le bleu de Tieck, La cité du soleil de Campanella. Un de ses volumes favoris était une petite édition in octavo du Dictorium Inquisitorium par le dominicain Émeric de Girone. Il y avait des passages dans Pomponius Mela à propos des anciens satyres africains et des égipanses sur lesquels Usher rêvassait pendant des heures. Il faisait néanmoins ses principales délices de la lecture d'un i-quarto gothique excessivement rare et curieux, le manuel d'une église oubliée, et je songeais malgré moi à l'étrange rituel contenu dans ce livre et à son influence probable sur l'hypocondriaque quand un soir, m'ayant informé brusquement que Lady Madeline n'existait plus, il annonça l'intention de conserver le corps pendant une quinzaine, en attendant l'enterrement définitif dans un des nombreux caveaux situés sous les gros murs du château. La raison humaine qu'il donnait de cette singulière manière d'agir était une de ces raisons que je ne me sentais pas le droit de contredire. Comme frère, me disait-il, il avait pris cette résolution en considération du caractère insolite de la maladie de la défunte, d'une certaine curiosité importune, indiscrète de la part des hommes de science et de la situation éloignée et fort exposée du caveau de famille. J'avouerai que quand je me rappelais de la physionomie sinistre de l'individu que j'avais rencontré sur l'escalier le soir de mon arrivée au château, je n'eus pas envie de m'opposer à ce que je regardais comme une précaution bien innocente, sans doute, mais certainement fort naturelle. À la prière d'Usher, je l'aidai personnellement dans les préparatifs de cette sépulture temporaire. Nous mîmes le corps dans la bière et à nous deux, nous le portâmes à son lieu de repos. Le caveau dans lequel nous le déposâmes et qui était resté fermé depuis si longtemps que nos torches à moitié étouffées dans cette atmosphère suffocante ne nous permettaient guère d'examiner les lieux. Était petit, humide, n'offrait aucune voie à la lumière du jour. Il était situé à une grande profondeur, juste au-dessous de cette partie du bâtiment où se trouvait ma chambre à coucher. Il avait rempli probablement dans les vieux temps féodaux l'horrible office d'oubliette et dans les temps postérieurs de cave à serrer la poudre ou toute autre matière facilement inflammable, car une partie du sol et toutes les parois d'un long vestibule que nous traversâmes pour y arriver étaient soigneusement revêtues de cuivre. La porte, de fer massif, avait été l'objet des mêmes précautions. Quand ce poids immense roulait sur ses gonds, il rendait un son singulièrement aigu et discordant. Nous déposâmes donc notre fardeau funèbre sur des tréteaux dans cette région d'horreur. Nous tournâmes un peu de côté le couvercle de la bière qui n'était pas encore vissé et nous regardâmes la face du cadavre. Une ressemblance frappante entre le frère et la sœur fixa tout d'abord mon attention. Usher, devinant peut-être mes pensées, murmura quelques paroles qui m'apprirent que la défunte et lui étaient jumeaux et que des sympathies d'une nature presque inexplicable avaient toujours existé entre eux. Nos regards, néanmoins, ne restèrent pas longtemps fixés sur la morte, car nous ne pouvions pas la contempler sans effroi.
Le mal qui avait mis au tombeau Lady Madeline dans la plénitude de sa jeunesse avait laissé, comme cela arrive ordinairement, dans toutes les maladies d'un caractère strictement cataleptique, l'ironie d'une faible coloration sur le sein, sur la face et sur la lèvre, ce sourire équivoque et languissant qui est si terrible dans la mort. Nous replaçâmes et nous vissâmes le couvercle. Après avoir assujetti la porte de fer, nous reprîmes avec lassitude notre chemin vers les appartements supérieurs, qui n'étaient guère moins mélancoliques. Et alors, après un laps de quelques jours plein du chagrin le plus amer, il s'opéra un changement visible dans les symptômes de la maladie morale de mon ami. Ses manières ordinaires avaient disparu. Ses occupations habituelles étaient négligées, oubliées. Il errait de chambre en chambre d'un pas précipité, inégal, sans but. La pâleur de sa physionomie avait revêtu une couleur peut-être encore plus spectrale. Mais la propriété lumineuse de son œil avait entièrement disparu. Je n'entendais plus ce ton de voix âpre qu'il prenait autrefois à l'occasion. Un tremblement qu'on eût dit causé par une extrême terreur caractérisait habituellement sa prononciation. Il m'arrivait quelquefois, en vérité, de me figurer que son esprit incessamment agité était travaillé par quelque suffocant secret et qu'il ne pouvait trouver le courage nécessaire pour le révéler. D'autres fois, j'étais obligée de conclure simplement aux bizarreries inexplicables de la folie, car je le voyais regardant dans le vide pendant de longues heures, dans l'attitude de la plus profonde attention, comme s'il écoutait un bruit imaginaire. Il ne faut pas s'étonner que son état m'effraya, qu'il m'infecta même. Je sentais se glisser en moi par une gradation lente, mais sûre, l'étrange influence de ces superstitions fantastiques et contagieuses. Ce fut particulièrement, une nuit, la 7e ou la 8e depuis que nous avions déposé Lady Madeline dans le caveau, fort tard avant de me mettre au lit, que j'éprouvais toute la puissance de ces sensations. Le sommeil ne voulant pas approcher de ma couche, les heures une à une tombaient toujours. Je m'efforçais de raisonner l'agitation nerveuse qui me dominait. J'essayais de me persuader que je devais ce que j'éprouvais, en partie, sinon absolument, à l'influence prestigieuse du mélancolique ameublement de la chambre, des sombres draperies déchirées qui, tourmentées par le souffle d'un orage naissant, vacillaient çà et là sur les murs comme par accès et bruissaient douloureusement autour des ornements du lit. Mais mes efforts furent vains. Une insurmontable terreur pénétra graduellement tout mon être, et à la longue, une angoisse sans motif. Un vrai cauchemar vint s'asseoir sur mon cœur. Je respirai violemment, je fis un effort, je parvins à le secouer, et me soulevant sur les oreillers en plongeant ardemment mon regard dans l'espèce obscurité de la chambre, je prêtai l'oreille. Je ne saurais dire pourquoi, si ce n'est que j'y fus poussée par une force instinctive à certains sons bas et vagues qui partaient je ne sais d'où et qui m'arrivaient à de longs intervalles à travers les accalmies de la tempête. Dominée par une sensation intense d'horreur, inexplicable et intolérable, je mis mes habits à la hâte. Je sentais que je ne pourrais pas dormir de la nuit. Je m'efforçais, en marchant çà et là à grands pas dans la chambre, de sortir de l'état déplorable dans lequel j'étais tombée. J'avais à peine fait ainsi quelques tours quand un pas léger sur un escalier voisin arrêta mon attention. Je reconnus bientôt que c'était le pas du cher. Une seconde après, il frappa doucement à ma porte, entra une lampe à la main. Sa physionomie était comme d'habitude, d'une pâleur cadavéreuse, mais il y avait en outre dans ses yeux je ne sais quelle hilarité insensée, et dans toutes ses manières une espèce d'hystérie évidemment contenue. Son air m'épouvanta, mais tout était préférable à la sollicitude que j'avais endurée si longtemps, et j'accueillis sa présence comme un soulagement. « Et vous n'avez pas vu cela ?» dit-il brusquement après quelques minutes de silence, après avoir promené autour de lui un regard fixe. « Vous n'avez donc pas vu cela ? Mais attendez, vous le verrez. » Tout en parlant ainsi, ayant soigneusement abrité sa lampe,
Il se précipita vers une des fenêtres et l'ouvrit toute grande à la tempête. L'impétueuse furie de la rafale nous enleva presque du sol. C'était vraiment une nuit d'orage affreusement belle, une nuit unique et étrange dans son horreur et dans sa beauté. Un tourbillon s'était probablement concentré dans notre voisinage car il y avait des changements fréquents, violents dans la direction du vent et l'excessive densité des nuages maintenant descendus si bas qu'ils pesaient presque sur les tourelles du château ne nous empêchait pas d'apprécier la vélocité vivante avec laquelle ils accouraient l'un contre l'autre de tous les points de l'horizon, au lieu de se perdre dans l'espace. Leur excessive densité ne nous empêchait pas de voir ce phénomène. Pourtant, nous n'apercevions pas un brin de lune, ni d'étoile, et aucun éclair ne projetait sa lueur. Mais les surfaces inférieures de ces vastes masses de vapeur chaotées, aussi bien que tous les objets terrestres situés dans notre étroit horizon, réfléchissaient la clarté surnaturelle d'une exhalaison gazeuse qui pesait sur la maison et l'enveloppait dans un linceul presque lumineux et distinctement visible. Vous ne devez pas voir cela. Vous ne contemplerez pas cela, dis-je en frissonnant à Hucher. Et je le ramenai avec une douce violence de la fenêtre vers un fauteuil. Ces spectacles qui vous mettent hors de vous sont des phénomènes purement électriques et fort ordinaires, ou peut-être tirent-ils leurs funestes origines des miasmes fétides de l'étang. Fermons cette fenêtre, l'air est glacé, dangereux pour votre constitution. Voici un de vos romans favoris, je lirai, vous écouterez, nous passerons ainsi cette terrible nuit ensemble. L'antique bouquin sur lequel j'avais mis la main était le Mad Triste de Sir Lancelot Canning, mais je n'avais pas décoré du titre de livre favori d'Usher par plaisanterie, triste plaisanterie, car en vérité dans sa niaise et baroque proximité, il n'y avait pas grande pâture pour la haute spiritualité de mon ami. Mais c'était le seul livre que j'eusse immédiatement sous la main, et je me berçais du vague espoir que l'agitation qui tourmentait l'hypocondriaque trouverait du soulagement, car l'histoire des maladies mentales est pleine d'anomalies de ce genre, dans l'exagération même des folies que j'allais lui lire. À en juger par l'air d'intérêt étrangement tendu avec lequel il écoutait ou feignait d'écouter les phrases du récit, j'aurais pu me féliciter du succès de ma ruse. J'étais arrivée à cette partie si connue de l'histoire où Ethelred, le héros du livre, ayant en vain cherché à entrer à l'amiable dans la demeure d'un ermite, se met en devoir de s'introduire par la force ici. On s'en souvient, et le narrateur s'exprime ainsi. Ethelred, qui était par nature un cœur vaillant, qui maintenant était aussi très fort, en raison de l'efficacité du vin qu'il avait bu, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite, qui avait en vérité l'esprit tourné à l'obstination et à la malice, mais sentant la pluie sur ses épaules, craignant l'explosion de la tempête, il leva bel et bien sa massue, et avec quelques coups fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte, à sa main gantée de fer et tirant avec sa main vigoureusement à lui. Il fit craquer, se fendre, sauter le tout en morceaux, si bien que le bruit du bois sec et sonnant le creux porta l'alarme et fut répercuté d'un bout à l'autre de la forêt. C'est donc sur cette phrase que je vais m'arrêter pour cette fois-ci. Mais ce n'est que pour mieux vous retrouver lors d'un prochain épisode et lors de nouvelles aventures littéraires sur C8. D'ici là, n'oubliez pas de réagir dès à présent, nous dire si vous avez aimé cette lecture des nouvelles histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe. Également vos suggestions de lecture, si vous en avez envie, vos commentaires, vos impressions, vos questions sur l'émission. Vous pouvez également nous retrouver sur www.c8.fr. Également sur le hashtag qui s'affiche juste en bas, VBN. Quant à moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt sur C8. Bye bye.